La DLUO des chefs, DLUO comme date limite d'utilisation optimale, c'est la mention à poser sur les emballages pour souligner l'effet du temps sur la qualité. Bon, alors promis, il n'est pas question ici d'une dégustation de produits périmés, c'est pas trop l'idée, ou même d'une discussion à propos de sujets dont la date serait dépassée. On a plutôt envie d'aborder les questions du temps long, celui de la transmission et aussi d'une certaine idée de l'avenir, du futur, quand il s'agit de trajectoires de cuisiniers passionnés et passionnants. D'où vient-on? Où voulons-nous aller? Que souhaite-t-on laisser? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Non, ça c'est une blague. Je laisserai à mes invités, plutôt qu'à moi faire des blagues douteuses, le soin de répondre à ces vastes questions. Merci à tous les deux d'être ici. Alexis Décoré, de la Maison Décorée. Tu viens de Vichy exprès pour cette scène. Je suis ravie de t'avoir. Merci de te libérer de tes cuisines. Je sais que c'est pas évident quand on reprend tout juste en plus. Là, tu me disais que tu commençais à peine la mise en place avec une ouverture depuis jeudi. Donc merci d'être là. Mathieu Pérou du Manoir de la Régate à Nantes. Merci d'être présent également, d'avoir fait le déplacement. Je suis ravie et honorée de vous avoir ici. Messieurs, on devait donc avoir aussi, je tiens à préciser, Jade Génin, chocolatière parisienne, qui n'a pas pu se libérer. Et c'est aussi, ça dit quelque chose du métier et des contraintes inhérentes à ce métier-là, parce qu'il se trouve que quelqu'un qui travaillait avec elle était absente, donc elle a dû la remplacer au pied levé. C'est pas toujours facile pour les chefs de se libérer, d'être présents. C'est pour ça qu'on apprécie d'autant plus la présence de tous les deux aujourd'hui. Merci. Donc déjà, tous les deux, vous avez en commun le fait d'avoir une famille issue de la profession, si je me trompe pas. Ayant eu des carrières à succès dans les métiers de la restauration, enfant, qu'est-ce que vous vous disiez par rapport au métier de vos parents? Est-ce que vous aviez envie de faire pareil ou au contraire pas du tout? Là, souvent, on a envie d'imiter un peu les parents aussi. Pour Envie d'imiter les parents? Ouais, ouais. Enfin, dans ma famille, en tout cas, on était 4, quoi, parce que mon père était associé à son frère. Donc j'ai 2 cousines du même âge et ma sœur qui a 2 ans de moins que moi. Et on est tous dans le métier. Voilà, hôtellerie ou restauration. Et donc, enfant, tu trouvais ça normal de continuer, de prendre cette suite logique? T'avais pas envisagé autre chose? Non, je me suis jamais posé de questions. Jamais. Ok. Ouais. C'était simple pour toi? Ouais, je connaissais déjà la destination, fallait juste imaginer un peu le trajet. Ouais. La destination, c'était quoi? C'était terminé là où je suis aujourd'hui, dans les cuisines du Manoir de la Régate. C'était le but. Le Manoir de la Régate, c'est un établissement familial? Oui, tout à fait. C'était déjà un restaurant quand mon père et mon parrain ont repris, mais ils ont racheté en 95. On habitait à l'étage du restaurant, donc c'est notre maison, quoi. On y a grandi avec ma sœur, on y est très attachés. T'as grandi à l'étage du restaurant, en fait? Ouais, Ok. ouais, complètement, ouais. Ouais, Ouais. donc vraiment, t'étais dans Ah oui. l'environnement, à courir partout dans les cuisines, à te faire gronder. Oui, exactement, à mélanger la farine, le sucre, voilà, voilà. Il y en a qui font de la pâte à sel et d'autres qui font de la cuisine déjà Ouais. dans le restaurant familial, quoi. Oui, c'est ça, Ok. exactement. Alexis, toi aussi, enfin, je sais pas quel était ton souhait, ton rêve. Bah, moi, je me retrouve plutôt pas mal avec Mathieu parce que c'est la même chose. J'avais toujours vécu avec mon petit frère dans les cuisines du restaurant, à courir partout, embêter les cuisiniers, la salle. Et finalement, la question du métier que j'allais faire plus tard ne s'est jamais posée. Jamais je me suis interrogé de me dire qu'est-ce que je vais faire plus tard. Non, c'était logique pour moi de continuer sur ce métier-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la 3e, de faire le choix de la continuité, mes parents en fait m'ont dit non, tu vas pas en restauration. Et je me suis buté contre eux à dire non, mais pourquoi vous voulez pas que je fasse ça? Ils m'avaient dit qu'ils savaient en fait toutes les contraintes du métier et ils voulaient pas m'imposer ça d'eux-mêmes, quoi. Donc on t'a dissuadé de faire ça parce qu'en même temps c'est un métier qui est pénible, qui peut être difficile physiquement, éreintant. Je pense aussi en fait un parallèle avec les métiers agricoles ou manuels de manière générale, où souvent les parents dissuadent leurs enfants de faire ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as quand même voulu le faire et que tu as voulu les contredire? Je pense que c'était par revanche en fait. J'ai voulu lutter contre ça parce qu'à l'époque je m'étais dit ils pensent que je suis pas capable de le faire et
ça avait été un peu dur à encaisser, mais je pense que c'était pour mon bien qu'ils voulaient pas que je me lance là-dedans, quoi. Mais pour autant, vous n'avez pas commencé tout de suite dans le restaurant familial. Il est aussi question d'un apprentissage pour ouvrir les horizons ailleurs, notamment à l'étranger. Alexis, tu peux nous dire un mot sur ce que tu as fait avant d'arriver à la maison décorée à Vichy? Moi, j'ai travaillé à El Celler de Can Roca, donc chez les frères Roca en Espagne, pendant 6 mois. Donc ça, c'était pendant un stage. Après, j'ai décidé de travailler pendant 2 ans en Angleterre. Donc ça, c'était pour apprendre l'anglais. J'ai eu la chance de travailler dans une école franco-japonaise pour assister les professeurs. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de bases en pâtisserie et en cuisine. Des bases très solides. C'est des Japonais qui viennent en France pour apprendre notre culture. Donc j'étais avec eux pour assister les professeurs. Derrière, je suis revenu à Lyon, à la Mer Brasier, pour avoir un parcours et une expérience dans un restaurant où la cuisine serait complètement classique. Donc ça m'a beaucoup appris aussi. Et dernière expérience en date avant de revenir chez mes parents, c'était chez Trois Gros. Chez Trois Gros pendant 2 ans, et là ça a été une révélation pour moi de vivre dans un restaurant, de travailler pour une famille et avec une cuisine qui avait un ADN qui était hyper marqué. La question de l'ADN, c'est important pour toi. Tu me disais que tu trouvais enfin maintenant, tu avais compris en faisant tout ce tour-là, l'ADN décoré finalement, mais c'est en voyageant aussi et en se confrontant à d'autres types de cuisine que tu as pu le sentir, cet ADN-là? Oui, exactement. De par mon parcours, en fait, j'ai compris au fur et à mesure que chaque maison a un ADN, et en fait, il faut du temps pour arriver à le construire, arriver à le comprendre, et arriver à le retransmettre. Et tous les établissements où je suis passé, j'ai récupéré quelque chose en fait de chaque maison. Mon passage chez Trois Gros, ça a poussé le curseur de l'acidité vers très très loin. Ça a été l'ADN de la cuisine Trois Gros. Quand je suis revenu chez mes parents, en cuisine avec mon père, en fait, rien n'était assez acide. Et je me suis rendu compte que ça, c'était mon passage précédent qui l'avait... c'était à cause de ça, quoi. Et maintenant, maintenant ça fait 4 ans que je suis revenu chez mes parents. Depuis, je peux maintenant dire en fait que je suis en train de construire mon ADN de cuisine décorée. Parce que l'ADN décoré est différent du Trois Gros, est différent de Vianney, différent de toutes mes autres expériences. On reviendra après justement sur cet héritage et comment tu as vécu ce retour et ce travail avec ton père. Pour toi, Mathieu, comment ça s'est passé quand tu peux nous donner quelques mots aussi du parcours que tu as eu, de ton début dans la cuisine? Oui. Je suis parti, moi, à la table des frères Ibarbourg. C'est pareil, à part pour donner un coup de main de temps en temps, je ne travaillais pas dans le restaurant familial. Du coup, je suis parti à la table des frères Ibarbourg, qui étaient étoilés depuis une 30aine d'années. Et c'était les 2 fils qui étaient en train de reprendre la maison. Donc, j'ai vécu cette transition. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'était une expérience dont je pourrais me servir plus tard. J'ai commencé en pâtisserie parce que à cette époque-là, c'était difficile d'avoir une place dans un restaurant qui était à ses côtés. Il fallait attendre 6 mois, 1 an. Donc il y a une place qui s'est libérée en pâtisserie, donc je suis allé en pâtisserie. Puis je suis revenu dans la région chez Thierry Drapeau qui avait 2 étoiles Michelin. Je suis parti en Australie chez un chef japonais qui s'appelle Tetsuya, qui était dans le top 3 au 50 Best. Donc c'était une maison très structurée avec 35 personnes en cuisine. Donc c'était pas les ambiances que j'avais connues avant. Et puis je suis resté 3 ans chez ce monsieur. J'étais un de ses seconds. J'ai noué une relation qui était presque père-fils, qui était très forte. Il a payé mon visa pour que je reste en Australie. Et puis mon papa m'a rappelé parce qu'il y avait des problèmes financiers à la maison. Il m'a dit que si je voulais rentrer un jour, c'était le moment parce qu'il allait se séparer du restaurant. Voilà. Donc, et toi, cet appel à l'aide, tu as voulu l'écouter et tu n'as pas pu t'empêcher de revenir et d'écouter, et d'entendre cet appel? C'est la maison. On en parlait avec Monsieur Tetsuya qui me disait un jour tu repasseras devant et ce sera un nom sur sa aventure du restaurant et ça te fera forcément un passement au cœur. Et puis moi, gamin, mes parents travaillaient beaucoup mais j'ai manqué de rien. Donc voilà, tu
te dis, bon, bah, c'est à mon tour de rendre un peu l'appareil peut-être, tout en ne sachant pas ce qu'il était possible de faire non plus. Et Monsieur Tetsuya a insisté pour que je parte chez un de ses copains pendant au moins un an pour continuer à me former. Donc je suis parti à San Francisco chez Coreilic à 3 étoiles Michelin. Et après, j'ai posé mes valises, voilà, au manoir de la Régate. Voilà. Et aujourd'hui, comment tu définirais la manière dont tu travailles? Est-ce que y a un héritage quand même familial qui est resté, ou est-ce que tu es arrivé en rupture avec tes bagages justement de tes expériences précédentes? Oui, forcément, comme disait Alexis, tu prends un peu de chaque expérience, quoi, du bon comme du mauvais. Des fois, le plus mauvais, c'est ce qu'il y a de... C'est le meilleur exemple, c'est vrai. Puis, c'est surtout, moi, sur le point de vue de l'organisation d'une maison, mon passage en Australie et aux États-Unis m'a fait percevoir l'organisation d'une cuisine un peu différente de ce que j'avais pu connaître en France. Et ouais, j'ai essayé de faire un gros travail sur l'héritage culinaire de mon père et de mon parrain. Donc, j'ai des relations très proches aussi avec mon parrain, c'est comme mon deuxième papa. Donc je lui demandais beaucoup de recettes. Et puis après, c'était essayer de les retravailler avec ma manière de voir les choses. Ton parrain qui est chef aussi? Oui, oui. Okay. Ils étaient tous les deux avec mon père, c'était 2 chefs. D'accord. Et lui s'est installé à la Baule maintenant et il tient une brasserie. Voilà, il s'est éloigné un peu de la cuisine gastronomique. Ouais. D'accord. Ok. Alexis, donc je rappelle que tu étais là l'année dernière, enfin sur la grande scène, avec ton père Jacques Décoré. Donc vous étiez tous les deux, vous êtes venus pour parler de transmission, pour parler de cuisine aussi. Ton père, il a le col bleu, blanc, rouge du MOF. C'est une pression pour toi? Maintenant, ce que je veux dire d'abord, c'est que je suis contente que cette année tu sois là tout seul. C'est aussi une manière de montrer que d'année en année, il y a aussi une forme d'émancipation qui s'opère. Cet héritage de ton père et le fait de travailler avec lui, comment ça s'est passé sur les premières années? Alors, il y a 4 ans, quand je suis arrivé, je redoutais vraiment le fait de revenir à la maison. Tout d'abord parce qu'on connaît son père comme papa, mais on ne le connaît pas comme chef d'entreprise. Et c'était une grosse appréhension, mais finalement, tout se passe très bien. Tout se passe très bien, chacun a sa place, chacun gère des choses différentes de la cuisine. Et ce qui est d'autant plus spécial, c'est qu'on a repris il y a 3 jours, mais en plus on a repris avec mon petit frère qui est pâtissier et qui vient d'intégrer la brigade il y a 3 jours. Donc maintenant on n'est plus 2, on est 3 en cuisine, 3 décorés en cuisine. L'année prochaine tu viens avec lui, alors tu viens avec ton petit frère. Voilà. Excellent. Ok, et donc c'était au début des ajustements, et aujourd'hui c'est fluide. Comment vous répartissez les rôles? Alors l'avantage, c'est qu'on est une petite maison, on va dire. On est en tout 20 sur l'entreprise. Donc c'est pas on n'est pas dans un palace, on n'est pas dans une équipe de 60 personnes. En fait, on arrive à se répartir les rôles sur la mise en place principalement. Mon père fait toute la mise en place de la pâtisserie parce qu'il adore la partie sucrée. Moi, je suis au chaud, donc tout ce qui est viande, poisson. Après, mon petit frère qui vient d'arriver, justement, je le prends avec moi. C'est paradoxal, il est pâtissier, mais on veut le faire commencer par la cuisine. Pourquoi ? Pour que justement, il s'imprègne de cet ADN décoré, qu'il connaisse l'ADN décoré au niveau de la cuisine et qu'il puisse arriver à l'appliquer sur la pâtisserie plus tard. Et c'est quoi alors l'ADN décoré? C'est... Je saurais pas comment l'expliquer. Après, il y a c'est une cuisine qui a toujours été définie comme une cuisine ludique, avec beaucoup de rappels du passé, des souvenirs d'enfance. On peut dire qu'il y a quand même pas mal de techniques aussi, parce que c'est une cuisine de meilleur ouvrier de France. Tu peux nous donner quelques exemples justement de plats que tu trouves ludiques? Alors, l'année dernière, en fait, on a présenté un plat que mon père avait créé dans les années 2004-2005 et qui correspond à la création du Festival Omnivore. Et c'était un plat qui avait été présenté il y a 20 ans en arrière sur la scène du Havre. Et quand on s'est posé la question l'année dernière, on remonte sur
On remonte sur la scène d'Omnivore 20 ans après, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, on a voulu proposer une version père et fils de l'escargot, de la boule d'escargot. Donc c'est une boule d'escargot qui est panée, donc vous avez une sphère et à l'intérieur un beurre avec des escargots. La technique, c'est que 20 ans en arrière, mon père s'était dit je veux arriver à faire une boule de pain avec un liquide à l'intérieur. Et ce liquide, je veux pas mettre n'importe quoi, je veux que ça soit une persillade avec des escargots. Et 20 ans en arrière, en fait, tout le monde se posait la question mais comment est-ce qu'il a bien pu faire? Parce que de solide, finalement, il reste qu'une boule de pain avec des escargots et du beurre. Donc ça dit aussi, ça en dit long sur votre histoire personnelle et familiale avec Omnivore. Et en fait, il y a un lien qui est là depuis 20 ans aussi. Ça montre l'évolution et le temps long qui est aussi l'objet de cette table ronde entre une transmission, une première idée qui a germé dans la tête de ton père à un moment où toi, t'étais pas du tout encore, enfin, où je pense que t'étais pas... Pas apte à cuisiner. Pas encore cuisiné, voilà. Et ensuite, une réinterprétation l'année dernière avec ta touche. Et c'était quoi ta touche? Ma touche, du coup, on l'avait associée avec un jus de cochon. Du cochon effiloché, des pickles de navet et du curcuma. Donc c'est des voyages, c'est rassemblement de plusieurs idées. Mais ce qui est super, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 ans, quand je suis arrivé, j'ai pas voulu arriver en disant on change tout, on fait à ma sauce. Non, je pense que c'est important d'être humble, d'apprendre des générations passées, surtout quand elles sont encore en plein exercice. Moi, j'ai décidé de revenir à la maison à 25 ans parce que j'avais pas envie de revenir, que mes parents soient complètement fatigués du métier. J'avais envie d'apprendre d'eux. C'est pour ça que j'ai fait le choix de revenir tôt et de pouvoir vivre une transition douce, on va dire. Cette transition douce, elle est douce parce que les premières années, j'ai voulu me construire l'ADN dont je parlais. Et maintenant, on commence à travailler ensemble, on commence à faire des plats ensemble depuis 1 an et demi, 2 ans. Mathieu, je te vois hocher la tête, ça te parle, cette manière de fonctionner? Oui, puis on en parlait un petit peu avant. Donc, je trouve ça très intelligent et quand voilà, c'est une institution, c'est des maisons qui évoluent lentement. On ne peut pas arriver du jour au lendemain et ne pas respecter le travail des aînés et la clientèle qui est là depuis déjà plusieurs années, qui a suivi l'évolution de l'entreprise. Donc voilà, forcément une période de transmission et une période de transition. Voilà, faut, comme elle l'indique, voilà, c'est une évolution d'une identité vers petit à petit une nouvelle. Voilà. C'est un rapport aussi à l'humilité que de réussir à se mettre un peu, à effacer son ego et à se dire ok, je me mets mon service et mon talent au service d'une maison plutôt que de vouloir absolument imprimer sa patte. Aujourd'hui, dans un monde où en fait il y a quand même une forme d'instantanéité, d'ego aussi dans ce milieu de chef qui est assez importante, qui prend beaucoup de place. Et donc je trouve que c'est intéressant d'avoir des profils un peu différents de personnes comme vous qui arrivent et qui se disent ok, en fait on est là pour faire perdurer aussi un patrimoine familial et de ne pas vouloir forcément mettre son nom partout et d'être, son prénom plutôt dans votre cas et de faire perdurer ce patrimoine. Moi, si je devais mettre une image de mes premiers temps passés en cuisine avec mon père, en fait, c'est que je faisais l'éponge. J'avais besoin d'absorber un maximum pour ensuite presser cette éponge et que le reste sorte. Et en fait, là, le reste commence à sortir, on va dire. Parce que maintenant, j'arrive à commencer à m'exprimer un petit peu mieux. Parce que j'ai appris, en fait. J'aurais pas pu arriver directement et tout changer. J'avais besoin d'apprendre, en fait, en premier. Mathieu, juste pour revenir, ouais, tu voulais... Non, du tout. Pour revenir au début, tu me disais que toi, tu n'étais pas forcément à l'école, c'était pas trop ton truc, et que c'est aussi, c'est grâce au concours de cuisine au début que tu as réussi à canaliser ta dispersion peut-être, ouais, pour
pour venir vers ce métier-là aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu peux conseiller aussi, ce métier, pour des personnes qui sont pas scolaires et qui collent pas dans le moule de l'école et qui n'ont pas envie d'y coller? Est-ce que toi, c'est là aussi où tu as trouvé une manière de t'exprimer et de réussir à te trouver, à t'ancrer? Oui, tout à fait. Bon, bah voilà, on fait des métiers où des fois on passe 14, 16 heures. Voilà, et puis c'est des métiers assez énergiques. On est rythmé de toute manière par 2 services, un le midi, un le soir. Il faut être prêt. Donc, faut y mettre du rythme et de l'intensité. Moi, j'ai trouvé cette discipline dans le sport et puis aussi dans les concours de cuisine qui m'ont un peu forgé et puis donné la passion de ce métier. Chose que je retrouvais pas forcément à l'école. Voilà. Et tu peux nous dire le type de concours que tu as fait, c'était quoi? Oui, j'ai fait plusieurs petits concours qui étaient moins importants. Après, j'avais fait le trophée Jean Rougier, qui était intéressant en junior. Hein. C'était un mini Bocuse d'Or pour les jeunes. C'était une organisation qui était juste énorme. C'était dans un théâtre, on cuisinait en direct. Et c'était hyper intéressant. Et après, j'avais fait le championnat de France des desserts en junior aussi. Voilà, donc des concours avec des enjeux un peu plus importants. Et voilà, je trouve que ça aide aussi dans la vie d'un jeune cuisinier de sortir de sa zone de confort, de se confronter aux autres, de se confronter à l'échec, parce qu'on travaille forcément pour arriver à ces concours-là, et puis on n'est pas toujours récompensé, parce que c'est le sport, c'est la compétition, c'est comme ça. Et oui, bah ça c'est forcément, ça a été des vecteurs pour moi, pour plus tard. Monsieur Ibarbourg, je l'ai rencontré en faisant un concours, parce qu'il était jury d'un concours, et puis voilà, du coup j'ai jamais distribué un CV après. Voilà. Perdurer, c'est aussi s'adapter à son époque et être vraiment, se laisser, ne pas se cristalliser dans une tradition ou dans un temps passé. On parlait tout à l'heure de la manière de travailler, les nouveaux horaires, la semaine de 4 jours. Alexis, vous avez mis ça en place. Comment ça s'est passé? Sortie de Covid, on s'est beaucoup interrogé sur comment ça allait se passer, en fait, le nouveau monde, on va dire, après Covid. Et on pensait même que les gens allaient pas revenir au restaurant, parce qu'on s'était dit, ils ont été cloisonnés, le virus fait peur à tout le monde, personne ne reviendra au restaurant. Ça a été l'inverse, tout le monde s'est affolé et tout le monde a voulu venir au restaurant le plus rapidement possible. Donc directement après Covid, on a très très bien fonctionné. Et à ce moment-là... Comment t'expliques ça? Comment t'expliques le fait que... Parce qu'effectivement, il y a eu énormément de désertion. Il y a 200 000 postes vacants post-Covid dans la profession. Comment tu expliques que chez vous, les gens soient revenus en masse? Les clients. Les clients Ouais. Et le personnel. Les clients et le personnel. On avait gardé complètement toute l'équipe. De ce point de vue-là, il n'y avait pas eu de soucis. Et en fait, on s'est posé la question. C'est un vœu qu'on voulait... C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, mais on l'a fait tout de suite après le Covid. En fait, c'était de passer à une semaine de 4 jours. Donc 3 jours consécutifs en repos, 4 jours de travail. La grosse question, c'était est-ce que financièrement ça fonctionnait? Le test, ça a été de se dire, on fait ça pendant 1 an. Donc maintenant, on a les résultats. Rien n'a changé et le chiffre d'affaires n'a pas bougé, a été mieux même. Et le constat qu'on fait, en fait, c'est que les clients qui finalement étaient prêts à venir manger le lundi, ça les dérange pas plus de venir manger le jeudi ou le vendredi. Et du coup, en fait, ça lisse l'activité sur les 4 jours où on travaille. Et en fait, on fait toujours des services avec une activité soutenue. En fait, le restaurant est presque complet, tous les services, plutôt que d'avoir un lundi où le midi, le soir, il va y avoir un petit peu moins de monde, mais que l'équipe doit être présente. L'activité est mieux lissée. Donc ça a été un vrai plus. De ce fait, on a réussi à à fidéliser nos employés. Et par contre, la seule problématique, c'est on se disait du jour au lendemain, on va réussir à attirer des CV, mais c'est pas forcément mieux. Tu veux dire sur le recrutement? Sur le recrutement, oui. Ouais. Vous peinez à... Principalement en salle. Ouais. En cuisine, on a la chance que mon père soit MOF. Du coup, les candidats, en fait, savent pourquoi ils viennent. Ils viennent pour la technique, pour apprendre un métier, pour
avoir vraiment cette formation qui est dispensée par un MOF qui travaille en cuisine, qui est là tous les jours en même temps que son équipe. En salle, c'est quand même plus compliqué. Je pense qu'il y a une vraie perte de vocation au niveau des métiers de la salle. Parce que ce sont des métiers qui ont été beaucoup moins mis en lumière que les métiers de la cuisine. Il n'y a pas de top chef salle, top salle. Donc c'est quelque chose aussi qui mériterait d'être plus valorisé pour recréer des vocations. C'est un constat que tu fais aussi au Manoir de la Régate. Comment vous faites aussi pour fidéliser l'équipe? Nous, on revient de loin, parce qu'on était ouvert en 7 jours sur 7 et c'était fermé que le dimanche soir. Donc quand j'ai repris moi la maison, on n'était que 3 en cuisine et il devait y avoir 4-5 personnes en salle. Aujourd'hui, on est 20 à travailler sur la structure. Donc on a pris notre direction avec Anne-Charlotte, ma sœur, qui m'a rejoint en 2019. Et en cuisine, on a toujours des CV régulièrement, mais c'est vrai qu'en salle, c'est le même constat pour tout le monde. C'est très compliqué. Il y a une perte de vocation. On ne sait même plus trop quoi faire pour vraiment faire venir les gens chez nous. Après, ma sœur Anne-Charlotte, elle a obtenu le prix du service du Michelin en 2022. Donc voilà, c'est quand même, c'est un plus. Voilà. Ça met un beau coup de projecteur quand même sur l'établissement et aussi ça peut sur la profession. Sur la profession. Puis bien sûr, après, on a les réseaux sociaux et on essaye de mettre vachement en valeur cette partie qui est un peu moins visible en restauration. Ouais. Voilà. Je m'interrogeais aussi sur la pérennité par rapport, donc on parlait des ressources humaines, là je voulais parler des ressources tout court aussi en restauration. La DLUO, enfin on parle aussi de durée dans les produits. Quelle est votre démarche par rapport à la qualité des produits, le sourcing, la conscience environnementale à l'heure où on est de plus en plus poussé à faire attention à notre consommation? Alors, moi, je suis petit-fils d'agriculteur. Donc voilà, mes parents travaillaient beaucoup, donc les vacances, c'était toujours en Bretagne. Hein. On vient de Bretagne, Bretagne Nord, nous. Donc chez papy, à la ferme. Donc très vite, sensibiliser au respect de la terre. Voilà, puis des gestes simples. Pourquoi aller chercher plus loin ce qu'on peut avoir au pied de chez soi? Et c'est vraiment ce que j'essaye d'appliquer dans mon restaurant. Alors beaucoup le font, surtout aujourd'hui. Et je pense que c'est vertueux, c'est vers là qu'il faut aller de toute manière. Et voilà, chez moi, par exemple, il n'y a pas de poissons d'eau de mer, on travaille que des poissons d'eau douce. Je suis au bord d'une rivière, il y a tout ce qu'il faut, il y a des pêcheurs, voilà, on travaille comme ça. Et voilà, bon, moi, c'est ma manière de voir les choses. Et toi, Alexis? Moi, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis des clients, de mettre en avant en fait les producteurs, les produits. Parce que, comme disait Mathieu, pourquoi aller chercher plus loin quand on a un super producteur d'asperges, super éleveur de truites, qui fait un produit magnifique à côté de chez nous? Autant le mettre en avant et en faire parler. Vous avez aussi une sensibilité par rapport au travail du végétal. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez particulièrement en valeur, ou est-ce que la viande a encore beaucoup de présence dans les assiettes de vos restaurants? Alors moi, je sais pas comment c'est chez toi. J'avais eu plusieurs critiques la dernière fois qui étaient venus et qui m'avaient dit chez toi, je me vois pas manger de la viande. Je suis même surpris que tu serves de la viande. Je trouve qu'il y a des éleveurs encore de qualité. Moi, je travaille avec un éleveur de vaches nantaises. C'est une vache de chez nous qui est en voie de disparition. Et s'il n'y a pas ce travail de différents éleveurs, en fait, il n'y en aurait plus aujourd'hui. On a le mouton des Landes de Bretagne qui est aussi une race en voie de disparition et qui est sauvegardée par le travail de quelques éleveurs. Et voilà, je ne me vois pas demain arrêter ce travail-là. Puis on a une clientèle locale aussi avec des habitudes. Et aujourd'hui, enlever la viande, je trouve que c'est un peu compliqué pour ma part. Voilà. Sans l'enlever, inverser les proportions parfois sur quelques plats, faire en sorte que la viande soit un condiment plutôt qu'un élément principal. Ouais, moi je travaille pas forcément de garniture, j'ai des menus qui sont assez longs. Par contre, au début du repas, il y a plusieurs séquences uniquement végétales, quoi. Et en fait, je les fais sans m'en rendre compte. On a 2 potagers cumulés, on a 5 hectares de potager à peu près, voilà, et avec deux jardiniers. Et forcément, on essaye de travailler ce qu'il y a à côté, quoi. Donc voilà, c'est facile, quoi.
Les tomates, ça donne d'un coup, on fait un plat autour de la tomate. Avant, il y a eu les petits pois. Et au fur et à mesure de la saison, on avance comme ça. Alexis, par rapport à toi, j'imagine que quand on est dans on est une génération aussi qui a changé de regard par rapport à ces questions environnementales. Et donc, est-ce que c'est facile de prendre ce tournant-là alors qu'on a un héritage familial qui peut-être veut nous pousser vers vers plus de viande, vers plus de protéines animales? Bon, je pense que on s'adapte aussi à sa clientèle. Nous, en Auvergne, arrêter de manger de la viande, c'est quand même, c'est pas possible, quoi. L'Auvergne, c'est quand même réputé pour tout ce qui est porc. Nous, en montagne bourbonnaise, en fait, on a le poulet bourbonnais qui vient d'être AOC. Donc maintenant, en France, faut le savoir, il y a 2 AOC. Il y a le poulet de Bresse et le poulet bourbonnais. Ça, c'est depuis 1 an. Donc on vient à la question d'avant, en fait, c'est des producteurs, faut les mettre en avant et ça serait dommage de s'en passer. Mais par contre, le végétal est super important à côté, oui. Je voudrais laisser l'opportunité aux personnes qui sont ici de prendre la parole, de poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Est-ce que vous auriez envie de poser une question? Ouais. Bonsoir, je voulais savoir si vous aviez augmenté les salaires des employés pour les attirer. La question du salaire. Ouais. Je trouve que, j'ai fait partie de cette génération de cuisiniers qui a été formée un peu à la dure, quoi. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est revenu, principalement après le Covid. Comme j'expliquais tout à l'heure, nous on n'avait qu'une demi-journée de fermeture et puis on distribuait des jours comme ça. Ça c'était au moment de la reprise. Après il y a un équilibre financier à tenir, donc petit à petit, quand on a pu se le permettre, on a commencé à fermer un peu plus. Aujourd'hui on a 2 jours de fermeture, on redonne une journée dans la semaine ou une demi-journée. Et revaloriser les salaires, ça a fait partie, je pense que tout le monde, de toute manière, dans mon entourage, à Nantes en tout cas, on en a même parlé entre différents collègues. Et oui, après, il y a un équilibre financier à trouver, mais bien sûr, on l'a fait. Sinon, on n'aurait personne dans nos cuisines aujourd'hui. Ouais. Pardon? Oui. Changer les conditions de travail, revaloriser les salaires pour pouvoir avoir plus de monde. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'abus, à mon avis, de la restauration avant, et c'est notre génération qui en paye un peu les pots cassés. Donc on est forcément obligé de réagir à ça et de s'adapter, de revoir le fonctionnement, de revoir et d'être plus juste, en fait, de s'adapter au monde actuel, tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi j'en ai une. Parce que vous êtes quand même donc retourné dans des établissements qui aussi, on attend une certaine exigence de vous et on attend que vous soyez présent. Est-ce qu'en fait il y a des moments où vous avez eu envie de tout plaquer, de faire complètement autre chose et de vous dire en fait là je me sens prisonnier de mon restaurant? Bon, même si on a du mal à recruter, on n'en est pas là, je pense pas. Sinon, on serait pas... Non. Non, pareil. Voilà, s'il y a un endroit où je me sens bien, c'est là. Ouais. Dans ma cuisine, dans mon restaurant. Je pourrais y passer des fois des heures à rien faire, mais en fait, c'est chez moi, je me sens chez moi. Ouais. Ouais, même moi, je l'ai vécu pendant le Covid, justement. Je me disais, mais c'est affreux de ne pas être en cuisine, alors que c'est un métier qui est dur, qui est physique, et on y passe du temps. Mais je l'ai vraiment ressenti pendant le Covid, en fait, d'avoir ce besoin de revenir à cuisiner, de revenir cuisiner tout simplement. Il y avait un vrai manque qui s'était installé en moi. Et si vous aviez, pour terminer, un conseil peut-être à donner à des personnes qui ont envie de se lancer dans ce métier, quel serait-il? Faut écouter personne. N'écoutez personne? Non, faut écouter. Enfin, je veux dire, quand on a une idée et qu'on a l'envie, pour moi, ça fait c'est 98% du travail, quoi. Faut s'accrocher et puis garder sa ligne de conduite et puis tracer son chemin. Hein. Vraiment, moi, voilà, ça a été le cas pour ma sœur et moi, en tout cas. Ouais. Puis on a de la chance, on est en France, il y a énormément de belles maisons qui sont prêtes à former du beau monde et il y a beaucoup de talent en France.
Merci pour ces messages d'espoir pour terminer. Merci encore d'avoir été avec nous.